Bien, bonjour à tous. Donc, dernier volet concernant donc, les interfaces analogiques numériques. Donc, la troisième partie de ce cours, elle fait un petit peu une synthèse concernant vraiment les convertisseurs analogiques numériques. Et puis, on met un peu de côté les CNA, puisque c'est pas eux qui vraiment sont pénalisants dans la chaîne de traitement, ni sont trop complexes à mettre en œuvre. L'essentiel des difficultés réside plutôt dans le choix des convertisseurs analogiques numériques, comme on l'a vu précédemment. Donc on va voir quelques critères de choix un peu supplémentaires par rapport à ceux qu'on a vus précédemment. Et puis on va revoir également rapidement ce qui a été mis en avant dans le cours sur la partie CAN. On va voir également quelques aspects technologiques et puis surtout on va terminer par la synthèse, donc les domaines d'application et surtout l'état de l'art. Donc c'est ça qui va nous permettre de voir un peu, de faire la synthèse de tout ce qu'on a vu précédemment, donc dans la partie sur le. Alors, les critères de choix, en fait, quand en pratique on veut choisir un convertisseur analogique, il y en a qu'on a déjà vu, donc c'est le nombre de bits, c'est la technologie utilisée, donc qui va conditionner entre autres la vitesse d'acquisition, donc c'est-à-dire la fréquence d'échantillonnage ou le nombre d'échantillons par seconde, ce qui est à peu près équivalent. Et puis donc, on voulait regarder également le quantum qui est indirectement lié au nombre de bits. Alors en fait, on peut donc essayer de déterminer un facteur de mérite, c'est-à-dire un coefficient qui va essayer de rendre compte, de classer entre eux les différents convertisseurs analogiques numériques et qui prend en compte lui-même ce facteur de mérite trois grandeurs. La première grandeur, c'est le nombre de bits effectifs. Alors le nombre de bits effectifs, pour nous, c'est ce qu'on a un petit peu vu précédemment. Donc on va dire dans un premier temps que c'est le nombre de bits. On va voir dans le transparent suivant en quoi ça consiste. Donc c'est le nombre de bits que vous utilisez quand vous cherchez le quantum, etc. La fréquence d'échantillonnage, FE, bon bah ça on en a parlé. Donc effectivement, est-ce que la fréquence d'échantillonnage maximale euh, sera possible pour telle ou telle canne? Donc ça va être, on va dire, un critère de choix important. Et puis un critère qu'on n'a pas encore vu, qui est la puissance consommée, dans beaucoup d'applications embarquées, c'est un grand critère, la consommation du composant, parce que ça vous permet de tenir plus longtemps sur batterie. Le facteur de mérite que l'on peut rencontrer parfois, c'est le suivant, c'est 2 puissance n FE sur la puissance consommée. Plus le nombre de bits est élevé et meilleur sera a priori le CAN, plus la fréquence d'échantillonnage possible sera élevée et meilleur ce CAN sera. Et enfin, plus la puissance consommée sera faible et meilleur sera le facteur de mérite. Donc ça va dans le bon sens. Bon, c'est une des idées pour essayer de les classer entre eux, c'est pas toujours ce qu'on retrouve après dans la littérature. Il y a bien sûr d'autres critères dont on n'a pas encore vraiment parlé. Comme tout composant électronique, eh bien, il y a un critère hyper important, c'est l'interface. L'interface entre donc ce composant et puis un microcontrôleur ou un système numérique au sens large. Est-ce que les données seront séries? Est-ce qu'elles seront parallèles? Par exemple, vous en TP, vous allez utiliser des cannes qui seront et des CNA qui seront parallèles, même si ça ne concerne pas la majorité des cannes, par souci de simplicité de mise en œuvre. C'est aussi les cannes qui sont en général les plus rapides parce qu'il n'y a pas besoin d'attendre comme ça l'envoi des données. Les données se font pour tous les bits en parallèle. Bref, donc ce type d'interface, ça peut être important comme tout comme composant, on va dire électronique, comme tout capteur, on verra par la suite. Donc si jamais c'est un bus I2C que vous avez, bah, il faut prendre peut-être un CAN I2C, etc. Les niveaux de tension, bien sûr, les niveaux de tension, c'est un critère de choix hyper important dans votre cas. Est-ce que votre CAN ou votre CNA devra être unipolaire, bipolaire? Est-ce que sa tension maximale pourra être 5 volts, 10 volts, 15 volts? Ça peut être des critères de choix qui vont vous permettre de réduire la quantité de CAN disponible a priori et d'obtenir le meilleur convertisseur pour votre application. Le temps de conversion. Alors souvent, ça va bien sûr être lié à la fréquence d'échantillonnage, mais euh, des fois on parle de fréquence d'échantillonnage ou de samples par seconde, et puis des fois on donne les temps de conversion. Donc faut essayer de jongler un peu avec. La plupart des convertisseurs analogiques numériques, c'est la microseconde ou la dizaine de microsecondes. Il y en a qui sont inférieurs à la microseconde quand ils sont meilleurs. Donc ça vous donne un peu une idée de la rapidité. Alors la durée du blocage, on en avait parlé dans la partie théorique, il y en a très peu qui permettent de faire varier ces durées de blocage, parce que c'est pas une déformation du spectre si importante que cela.
La mise en veille. Alors ça, c'est un paramètre qui est extrêmement à la mode dans les composants embarqués. Est-ce que on peut mettre en veille le composant quand on n'en a plus besoin, donc afin qu'il consomme moins? Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve même en dehors des convertisseurs d'énergie numérique. De plus en plus, on s'intéresse à ça. Est-ce que on a la possibilité de maîtriser la mise en veille de ce composant, donc le shutdown, et puis facilement, est-ce qu'on peut le réveiller, donc le remettre en tension? Enfin, pareil, de plus en plus, vous n'avez pas besoin d'un cadre dans des applications, mais de plusieurs. Donc, on rencontre beaucoup de composants qui n'ont pas un seul convertisseur en interne, mais plusieurs convertisseurs. Alors, ça peut être sous plusieurs formes. Ça peut être un seul réel convertisseur, mais qui a plusieurs entrées multiplexées. Donc, et puis quand on n'utilise pas le convertisseur pour la voie 1, on l'utilise pour la voie 2. Donc, on peut comme ça faire du multiplexage temporel. Ça peut être aussi plusieurs convertisseurs avec une ou plusieurs voies multiplexées pour chacun. Donc ça, c'est des architectures assez différentes, mais ça peut être des critères extrêmement importants. Plutôt que de placer sur une même carte trois cannes, donc trois composants physiquement séparés, ce sera peut-être plus malin de placer un CAN avec un seul convertisseur en interne ou un CAN avec trois convertisseurs en interne. Ça fait gagner de la place vis-à-vis des broches d'alimentation, de récupération de données, etc. Donc ça, c'est pas des listes exhaustives, hein, il y a sans doute d'autres critères aussi importants. Il y a des critères pour lesquels sur lesquels j'ai pas vraiment insisté, c'est la linéarité par exemple du CAN. Des fois, c'est pas parce que vous avez un bit de plus que vous avez exactement le pas de quantification attendu. Ça s'écarte de la droite idéale. Et donc du coup, vous pouvez avoir des problèmes de linéarité. Donc ça peut être des paramètres à prendre en compte également. Alors le nombre de bits effectifs. Ça, c'est d'autant plus vrai que le nombre de bits est élevé. Ici, j'ai pris l'exemple d'un CAN qui a 24 bits, donc forcément, c'est un CAN de type sigma delta. Dans la doc, il vous précise quoi? Il vous précise que, effectivement, il y a à peu près entre 4 et 5 bits, donc les LSB, qui sont des noisy bits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des bits qui vont être noyés dans le bruit, donc ils ne vont pas vous donner une information pertinente vis-à-vis de votre signal que vous avez à convertir. Donc pour information, sous 5 volts, en fait, 24 bits, ça fait 298 nanovolts comme pas de quantification. Donc le LSB correspond à 298 nanovolts. Donc on comprend bien pourquoi les bits de poids faible sont potentiellement noyés dans le bruit. Donc la question après qu'on peut se poser, c'est quel est l'intérêt d'avoir 24 bits, sachant que de toute manière, les bits de poids faible seront pas utilisables directement, puisqu'ils ne vont pas rendre compte de l'exactitude du signal. Eh bien, on peut avoir plusieurs réponses à ça. La première réponse, ça peut être que, pour les filtres numériques, typiquement, on a besoin de 24 bits pour un certain nombre d'applications. Par exemple, c'est le cas de l'audio. Parce que pour les erreurs d'arrondi, on préfère avoir plus de bits, notamment. Et ces 24 bits, ils sont réellement utilisés, et même les LSB dans les 24 bits, dans les filtres, sont des bits effectifs. Eh bien, pour respecter cette chaîne en interne de 24 bits, on prend en entrée un CAN directement sur 24 bits. Ça permet de s'affranchir des problèmes de bourrage de zéro, etc. Deuxième explication, ça peut donner une information non pas sur le signal, mais peut-être sur le bruit de quantification et sur le bruit de la manip. Donc par extraction de données, on peut peut-être avoir une information sur le bruit et indirectement du coup une information sur le signal. Alors les applications des CAN, eh bien, l'application des CAN, ça c'est un document que j'ai pris sur des notes d'application de Texas Instruments. Vous avez ici un graphique qui vous donne le nombre de bits en fonction de alors ce qu'ils appellent la bande passante, mais ce qui est en réalité la fréquence d'échantillonnage ici. Vous voyez que selon l'application, vous n'avez pas forcément besoin de à la fois une bonne résolution et à la fois une fréquence élevée. Si tout à fait à gauche, vous faites des mesures de température, les mesures de température, elles varient lentement. Ce sont des phénomènes physiques qui sont lents, qui n'ont pas besoin d'être mesurés extrêmement souvent. Et donc du coup, la fréquence d'échantillonnage, c'est pas un critère qui est important, ça fait partie des fréquences d'échantillonnage les plus basses. Par contre, en fonction de l'application de la température que vous voulez, eh bien vous pouvez avoir besoin de plus ou moins de plus ou moins de résolution, donc d'un nombre de bits élevé. Typiquement, pour des manips en physique extrêmement pointues, on aura peut-être besoin de 20 bits, alors que quand vous faites la mesure de température sur votre capteur pour votre voiture, là vous avez besoin que de 3 bits qui suffisent. Hein. Donc typiquement dans les voitures, c'est quasiment le degré ou allez 0,5 degré près. Quoi.
Si vous faites des mesures toujours dans le domaine d'instrumentation, par exemple de pression, vous voyez que là le domaine il s'étend un petit peu. Donc on monte un petit peu plus en fréquence d'échantillonnage, on monte un peu moins donc en résolution, parce qu'il y a moins d'applications qui requièrent une telle précision. Si par contre vous regardez le domaine qui est photosensing au sens large, hein, donc c'est pas juste les photos statiques, mais ça peut être aussi le cinéma, bah là c'est très large. Entre des petites applications bas de gamme de tablettes d'entrée de gamme et puis les caméras ultra rapides avec des matrices très résolues, bah, vous avez un peu tous les domaines. Donc vous avez des fréquences d'échantillonnage très basses, comme vous pouvez avoir des fréquences d'échantillonnage très hautes, et dans les deux cas, vous pouvez avoir besoin d'un nombre de bits très élevé. Bon, la plupart du temps, par exemple, les réflexes grand public, c'est 12 bits en résolution par pixel, et maintenant c'est étendu à 14, 16 pour les meilleurs, mais rarement. Enfin, ce graphique-là, il va vous donner, il va un peu répertorier les caractéristiques qu'on a vues sur les convertisseurs analogiques numériques. Il vous donne verticalement la résolution en nombre de bits en fonction à droite de la fréquence, enfin à droite en abscisse de la fréquence d'échantillonnage. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit sur ce graphique que la place centrale de ce graphique, elle est occupée par les SAR, donc les convertisseurs analogiques numériques basés sur des approximations successives. Et c'est ce qu'on a dit en fait dans le cours précédemment. On avait dit quoi? On avait dit que le SAR c'était le meilleur compromis entre la vitesse et la précision. Et donc on voit bien qu'ici c'est lui qui domine un peu le marché global et puis les applications typiques. Si on veut une meilleure résolution, ben on voit que il faut aller vers du sigma delta, et c'est le seul qui a une meilleure résolution. Par contre, il est accompagné d'une légère baisse en fréquence. C'est ce qu'on a dit également. Si on va augmenter la résolution avec un sigma delta, il faut attendre plus de temps pour l'obtenir. Si à partir du SAR, on veut une fréquence plus élevée au niveau de l'échantillonnage, eh ben, on est obligé de passer par un pipeline. Donc c'est le semi-flash. Et ce pipeline, il a, par rapport au SAR, globalement, une résolution plus faible. Et si on veut aller encore plus haut en fréquence d'échantillonnage, eh bien, on voit les flashs. Et les flashs, eux, vous voyez qu'ils ont une résolution qui est nettement inférieure et qui ne peut pas aller au-delà, ils disent, de 8 bits. 8 bits, c'est même pas des vrais flashs, ce sont des semi-flashs, puisqu'on avait vu que les flashs étaient à peu près 4, 5 bits, peut-être 6 pour certains cas. Là, a priori, il doit y en avoir certains, mais très très peu, mais rarement au-delà. Donc ça va être des semi-flashs qui sont mis, donc 2 x 4. Voilà, donc ce graphique-là, il résume vraiment tout ce qu'on a vu. On comprend bien ce graphique quand on a un peu, je pense, bien compris les détails de la réalisation de ces convertisseurs analogiques numériques. Et donc, grâce un peu à ce graphique et avec tout ce que vous savez, normalement, partant des 2000 et quelques convertisseurs analogiques numériques sur le distributeur Radiosphere, vous devriez être en mesure, avec tous les arguments qu'on a vus, à savoir la résolution, la fréquence d'échantillonnage, donc du coup le temps de conversion, l'interface, la puissance, et puis donc tous les petites remarques qu'on a fait de manière annexe, vous êtes capable normalement de au moins réduire vos propositions sur le site de revendeurs de composants type Radiosphere, de manière à trouver à peu près la gamme de composants qui est adaptée à votre projet. Voilà, donc la suite du cours, maintenant, ça va être un petit commentaire de quelques documentation technique pour vous montrer que tout ce qu'on a vu, on le retrouve en partie dans les datasheets. Donc ça veut dire que lorsque vous devrez analyser ces datasheets, vous devriez normalement vous retrouver en terrain connu. Et puis, une fois qu'on aura fini tout ce panorama des convertisseurs, la première partie sur l'acquisition et la restitution, elle sera faite. Il restera maintenant à voir les capteurs avec leur chaîne d'acquisition complète qui va réutiliser bien sûr les convertisseurs.